Chin chin, Jean-Marc, merci pour ton café, un petit café avec l'éveillé. Donc, ce matin, on parle encore du monde du travail qui te fascine, toi, les syndicats de négociation, etc., etc. M. Boulet qui va présenter la loi 14. Sous le bâillon, sa loi 14, au final. Est-ce que Québec solidaire va... je ne sais pas trop ce qui va arriver. Je dois dire que... Est-ce qu'on peut d'ailleurs gouverner sous bâillon tout le temps? Pas sûr. Pas certain, mais le ministre Boulet est quelqu'un de très expérimenté dans le milieu. Oui. Tu sais que c'est un avocat en droit du travail. Chez Lavry. C'est ça. Oui. Et très respecté dans le milieu. Donc, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est capable de faire la part des choses quand on parle de négociation. Puis pour avoir été moi-même négociateur, je sais que, une journée, ça va très bien, puis le lendemain, ça vient de déraper, puis ça prend... Des fois, des picadilles, tu ne sais pas pourquoi ça... Parce qu'on a parlé à l'exécutif, on a dit non un instant. Non, même pas. Des fois, il y a quelque chose qui s'est passé à la table, d'un côté comme de l'autre. Mais il est évident que quand on est dans le privé, la différence, c'est que le privé, on a une concurrence externe qui vient comme cadrer l'ensemble de la négociation. Si je deviens non compétitif, je perds des contrats. Si je perds des contrats, je perds des emplois, puis vice-versa. Il y a une désescalade de cette matière-là. Par contre, quand on parle du secteur public, là, on est dans un autre contexte. Et je pense que c'est là que le ministre Boulet... amène sa réforme. Puis il faut faire un petit peu d'historique là, pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça. C'est qu'au niveau des relations de travail, le droit de grève, c'est pas d'hier. On parle du fin du 18e et 19e siècle pour le droit de grève. Puis il est sacré, ce droit de grève. On l'a vu hier, le tribunal a tranché, malgré tous les problèmes que ça peut causer à Montréal. Oui, tu as tout à fait raison, mais on s'entend que le droit de grève, c'est un droit qui est même qui a été institutionnalisé par la Cour suprême, mais en même temps, il faut le cadrer parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions qu'à la fin du 18e siècle. On parlait des mineurs qui mouraient à tour de bras tous les jours, puis ces choses-là. Non. On est rendu, exemple, si on parle des chauffeurs de la STM, à des gens qui gagnent environ 90 à 100 000 $ par année, plus les avantages sociaux, plus un fonds de pension garanti, indexé, tout le Mais c'est pas une raison pour les appauvrir. Il y a une distinction entre les appauvris. À fin de compte, la décision qui amène un gouvernement à prendre ces interventions-là, c'est quand 70 % de la population n'a pas ça. Est-ce que le droit de grève, parce que c'est un droit de grève, c'est comme une masse, c'est un coup de masse, c'est un rapport de force économique. Quand tu es dans le privé, le rapport de force économique, il se balance, c'est-à-dire tu as un employeur qui perd de ses profits, mais tu as les syndicats aussi qui doivent balancer le choix, parce que s'ils vont trop fort, ils peuvent perdre des emplois, il peut y avoir délocalisation, ces choses-là. Dans le secteur public, ce n'est pas ça le rapport de force. Le rapport de force, c'est tout simplement basé sur l'impact sur le public. Donc, si j'ai un impact sur le public, mais que tu es en train de dire que, si je veux bien te suivre et te comprendre, et vous aussi à la maison, je présume, le rapport de force par rapport au service, l'impact sur le public, c'est le public va être privé de service et c'est notre moyen de pression? Oui. OK. C'est ça qui est... Pourquoi que c'est un moyen de pression? Parce que ça met de la pression sur les administrateurs publics, sur le politique. C'est ça l'objectif. Alors, quand tu es dans des salaires que je dirais en bas de la ligne, je te dirais que oui, ça peut être justifié, mais au fil des années, depuis les 40 dernières années, dans notre secteur public, c'est pas ça qui s'est passé. Là. On est loin de là. Puis quand on fait la comparaison, moi, je regarde là, présentement, qu'est-ce qui justifie de ne pas être à une table de négociation. Et on le sait, le transport public, et oui, ils disent, Québec, il faut qu'il investisse plus. Oui, mais c'est où qu'on met la barre? À un moment donné, moi, j'ai négocié en partie dans le secteur public et privé, et on sait que dans le secteur public, ce que les syndicats tentent de faire, c'est de porter l'attention à un plus haut niveau pour faire envoyer de l'argent en bas. Alors, ce que ça fait, moi, j'étais dans une entreprise qui avait des contrats fédéraux, puis tout ce que les syndicats voulaient faire, c'est de dire que le fédéral paye plus. Oui, mais c'est pas la logique, parce que si on était dans cette logique-là, on paierait de plus en plus d'impôts au profit d'un groupe d'intérêts qui vient chercher la richesse de gens qui n'ont même pas accès à ce type de richesse-là. Donc, à un moment donné, les gouvernements doivent s'assurer qu'il y a un équilibre. Or, présentement, la loi que M. Boulet dépose, c'est pour amener un certain équilibre. Parce que là, il y a un déséquilibre.
Le déséquilibre, c'est quand je parle, exemple, tu sais, tu as toute l'économie du centre-ville de Montréal qui est complètement à terre. On le voit, il y a un reportage là-dessus dans la presse ce matin. Exact. Où c'est pas drôle. Là. C'est pas drôle. Et là, tu parles de petites entreprises, d'employés, y compris l'aide sociale, des gens qui sont démunis, des gens qui n'ont pas accès à pour eux autres, leur service, là, c'est ça. Maintenant, la loi, la façon dont le tribunal doit cadrer ça, c'est basé sur la loi. Or, le tribunal ne peut pas sortir de la loi. Il peut pas, même si les arguments de la STM sont tout à fait justifiés, tous les témoins qui sont venus sont justifiés, la loi, c'est pas ça qu'elle dit. La loi a dit qu'il faut que la sécurité et la santé du public soient en danger. Or, c'est une preuve qui est assez limitée. Là, ce que le gouvernement tente de faire, puis il va faire, c'est qu'il va élargir aussi mais il met un cadre aussi. Il dit, bien, si vous vous entendez pas, il y a de la médiation, puis si ça marche pas, c'est l'arbitrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que les deux parties n'ont pas intérêt non plus à se coltailler trop, parce que la médiation, ça va. Des fois, moi-même, j'ai déjà utilisé les médiateurs pour pouvoir aider. Ça aide beaucoup, chacun, parce que des fois, là, il y a de l'émotion autour des tables. C'est normal, là, on est des humains. Mais en contrepartie, quand tout le monde se braque et reste braqué, bien, ça prend quelqu'un qui est un peu plus neutre puis qui va venir tenter d'expliquer les aléas de chacun. Et quand ça ne marche pas, il y a un arbitrage. Alors, l'arbitrage, on le sait, c'est une lame à deux tranchants qui est majeure, tant pour les syndicats que pour le patronat. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui décide à ta place, c'est pas toujours la bonne affaire. Exemple, si un arbitre tranche pour avoir des augmentations de salaire supérieures à ce que tu es capable de payer, je suis obligé de te dire que ça te fait mal dans ton portefeuille en Moses. Et on le voit dans certains secteurs. Mais il y a vraiment des arbitres qui tranchent sans trop se préoccuper de ce que l'employeur pourrait donner ou pas? Oui, oui. Bien, regarde les services de police, les policiers. C'est un étrange arbitre, non? Non, c'est humain. Hein? On parle d'humains qui sont mais il doit prendre connaissance de la capacité de payer, vrai ou faux. Bien, dans le public, la capacité de payer, c'est relatif. Hein? C'est basé sur des taxes. L'arbitre va pas vérifier c'est quoi que ça va avoir comme impact sur l'augmentation. Il va le message coupé ailleurs puis arrangez-vous. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce qui se paye à Toronto, il va faire des comparatifs dans le même milieu puis il va dire, ben je m'en vais avec ça. Tu sais. À un moment donné, il faut trancher. Là. Oui, il faut trancher, et tu as raison. Parce que mais là, c'est pour ça. C'est pas chic, là, je trouve. Et c'est pour ça que je te dis que aller en arbitrage. Et les syndicats, des fois, se font imposer aussi des choses qu'ils n'aiment pas. Puis quand un arbitre tranche de ce côté-là, bien là, ça devient... C'est ça, là. C'est ça. Fait que les deux parties n'ont pas intérêt. Mais ce que le ministre Boulet amène en même temps, et je trouve que ça, c'est sage dans l'évolution de la syndicalisation. C'est-à-dire, quand j'ai des groupes... Tu sais, si je prends la STM, là, mais pourquoi? Parce qu'en fin de semaine, il n'y a pas de service, là. Tu sais. Alors, quand tu n'as pas de service... Tu as une rente à vie à 60 ans comme chauffeur d'autobus. Tu gagnes autour de quelque chose comme 80 à 100 000 $ par année, sans temps supplémentaire à rien. Et tu as une retraite à partir de 58-60 ans, garantie. Et pour que tu aies ça, mon cher ami, toi, il faut que tu aies accumulé dans ton CELI 1,5 million. Ouais. C'est ça la valeur qui est en dehors de ça aussi. Ouais. Fait que tu as le salaire et tu as tout ce qui vient avec. Ce que moi, je dis à ce moment-là, c'est attention, il faut se taper à job pendant plusieurs années. C'est pas évident non plus. Comme toi. Ben oui. Tout le monde doit travailler 30 ans pour arriver à destination. Sauf que si on les compare avec d'autres métiers ou d'autres choses, ils sont quand même dans les privilégiés. Ils font partie des 30 % privilégiés. J'en conviens. Ouais. Alors, pourquoi utiliser ce que j'appelle la masse sur les gens en termes de moyens de pression, sur des gens qui n'ont même pas accès à la moitié de ce qu'ils ont. C'est là, moi, que je considère qu'il y a un déséquilibre social entre ce que j'appelle les moyens de pression du secteur public et les moyens de pression du secteur privé. Quand on les met un à côté de l'autre, les règles ne sont pas les mêmes. Elles sont démesurées du secteur public parce que j'utilise le public comme un peu une forme d'otage ou de moyen de pression.
Et ça, quand je touche à des vulnérables, mais je m'excuse, là, mais moi, je me mets en porte-à-faux avec Québec solidaire là-dessus. Oui, le droit de syndicalisation, j'y crois puis j'y croirai toujours. Mais encore faut-il qu'on utilise les armes avec parcimonie et de façon j'appellerais logique. Si on ne le fait pas, parce que tu sais que ce que je négocie présentement à la STM va s'appliquer éventuellement ici au RTL. C'est parce que c'est par comparatif. C'est des comparatifs. Donc, si eux autres s'en vont vers des choses qu'ils ne sont pas capables de pouvoir payer éventuellement, bien, nous autres aussi, on va se ramasser avec cette chose-là. Et inévitablement, si je m'en vais vers cette destination-là, que je me mets dans une position de ne pas être capable de pouvoir subventionner le tout, bien, c'est le gouvernement du Québec en arrière qui va venir. Puis si c'est le gouvernement du Québec, il va prendre l'argent où? Dans nos poches. Bon, on s'arrête un petit peu là-dessus, Jean-Marc Léveillé, le temps d'aller jouer dans le trafic, puis on revient après ça, on parle de droit du travail. En fait, on parle, non pas de droit du travail, mais on parle de ces règles, cette nouvelle loi déposée par le ministre Boulay et le gouvernement de la CAQ, et on parle évidemment du conflit, entre autres, de la STM. De bonne heure le matin. Avec Charles Gaudreau. Circulation, voyons voir ce qui se dessine la 25 en direction sud. Pas simple ce matin, on est à la hauteur de l'échangeur Anjou, ça fonctionne au ralenti, on est près de l'heure, hein, sachez-le. Alors que depuis Boucherville, c'est après Mortagne, c'est là que ça commence à ralentir de façon significative. Facilement à la vingtaine, là, si vous êtes à la hauteur du tunnel. Alors, ben voilà, on parle également d'un incident à la hauteur de Boucherville, semble-t-il. On regarde boulevard Tachereau en provenance de Boucherville, pour accéder au pont. Là, c'est pas simple ce matin de ce côté-là, la 132, alors que la 116, ça fonctionne plutôt bien. Alors, puis la traversée comme telle vers Montréal, ça va de mieux en mieux. Il y avait un petit accident direction Rive-Sud il n'y a pas si longtemps. Saint-Lambert et Greenfield Park, on regarde en fait le Moine. Là, immédiatement après Saint-Georges, ça commence à ralentir pour aller vers le pont Victoria. On le voit de l'attente facilement à la vingtaine, mi-parcours, code rouge et puis bon, à la hauteur de Wellington Bridge, là, dans ce secteur-là, ça fonctionne au ralenti. Comme à l'habitude, on regarde Chevrier, Bouchon de ce côté pour aller vers le pont Samuel de Champlain. Il y avait problème il n'y a pas si longtemps sur la 10 en direction des cantons de l'Est. C'est encore le cas, mais ça me semble plus simple. Sachez-le, la 10, on est bon, il y a encore un petit code rouge à la hauteur de Fréchette. On est à Carignan, mais dans l'autre direction. Accident, là, semble-t-il, donc qui crée beaucoup d'attentes aussi sur la 10 vers l'échangeur 10-30 et ultérieurement le pont. Après Turcot, accident sur la 15 en direction sud, semble-t-il, là, d'Icari. On va juste aller vérifier sur Québec 5.1 de quoi s'agit-il exactement. Alors, on le voit, ça crée quand même un bouchon quand même assez important. On nous dit, ben voilà, donc, véhicule en panne de ce côté, ça semble se résoudre peu à peu dans ce secteur-là. Donc, on garde quand même un petit œil là-dessus. D'est en ouest sur la 40 également, ça fonctionne au ralenti, là. Donc, qu'on se le dise, de Lacordaire jusqu'à Royal Mount, ça fonctionne vraiment lentement. Prenez votre temps et puis soyez conscients que c'est pas tout le monde qui a les pneus d'hiver. 8h44 en ce 13 novembre. Ben voilà, donc, circulation. De bonne heure le matin. Pour un stationnement toujours bien déneigé cet hiver, contactez ProGazon. Un déneigement fiable depuis plus de 40 ans. Visitez progazon.ca pour une estimation gratuite et rapide. Voilà, journée pluvieuse, enneigée peut-être en matinée, mais c'est pas encore le cas. Là. On attend, il y a un 60% de probabilité de neige ce matin. En après-midi, on parle d'alternance pluie-neige, pas de grandes accumulations, cela dit. Un petit millimètre de pluie, un petit centimètre de neige, pas plus que ça. Demain, du soleil, youpi. Un peu de soleil au mois de novembre, on va le prendre samedi aussi, semble-t-il, mais il y aura de la neige en fin de journée. 5 à 10 centimètres de neige qui sont... Oui, vous avez bien entendu. 5 à 10 centimètres de neige attendue pour la journée de samedi, et puis de la pluie et d'un peu de neige pour le dimanche, pas vraiment de soleil. On s'en va vers ça, donc on en parle ce jeudi. Cela dit, on parle de 40% de probabilité, ça a le temps de changer. Vous savez comment ça marche, ça s'appelle, vous dites, oh, on va mettre ça plus tard. C'est de même, ça marche. J'en suis convaincu. Je dis n'importe quoi. Donc, dans les prochaines minutes, on retourne à notre ami Léveillé. Évidemment, on parle de travail de cette loi 14, fait 1 degré présentement, coin Saint-Jean-Saint-Charles. Quand je regarde l'ensemble des conflits qu'on a présentement au niveau syndical, et ça inclut aussi les médecins, ce que j'observe de plus en plus, c'est cette dualité en l'impact sur la population puis la capacité de payer de la population. Ouais. Cette dualité-là, et je pense qu'on est dans un
vraiment dans un contexte pivot à ce chapitre-là. Et parce que quand un travailleur est privé de pouvoir aller travailler, est retardé, il est pénalisé parce qu'il ne peut pas avoir son salaire, les pertes de la congestion, puis tout ça, les stress qui sont accrus dans la société, l'anxiété que ça crée. Tout à fait. Puis, tu as des effets budgétaires aussi. Tu as des impacts sur les hausses de taxes municipales. Puis on le sait, quand on reçoit ça, on est de plus en plus critique. La pression sur les finances publiques en général. Et ce qui me tracasse le plus, c'est l'injustice qui est perçue. C'est-à-dire ceux qui sont les moins favorisés par rapport à ceux qui sont les favorisés. Et ça, cette injustice-là, c'était habituellement décrié par les syndicats, puis on dirait que c'est présentement en train de s'inverser. Et ça, je trouve ça dangereux, et je pense que les syndicats ont une réflexion à faire avec ça aussi. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des droits, c'est-à-dire arbitrer entre l'équité puis la liberté syndicale. Ça, là, c'est pas évident non plus. Et je pense que le projet de la loi qui a été déposée, c'est un peu ça qu'on tente de rééquilibrer. Puis oui, j'entends les syndicats crier après ça, mais je dis, peut-être que le gouvernement est en train de rendre service aussi au milieu syndical, parce qu'en même temps, quand la population perçoit qu'il y a une iniquité sociale majeure et qu'il a à ce moment-là le droit de grève par rapport à l'éducation, tu sais, ton enfant est privé d'aller à l'école parce qu'on revendique des salaires, des droits, etc. Je dis pas que c'est pas correct, mais la façon dont tu vas le faire, puis la façon dont tu vas mettre la pression, va avoir un impact majeur, pas juste chez les parents, mais l'enfant lui-même qui subit ce traumatisme-là, parce que je considère ça comme étant un traumatisme, va être privé aussi de quelque chose qui a un droit. Donc, en fin de compte, c'est des droits qu'on confronte. Et je pense que le gouvernement, ce qu'il est en train de faire dans sa loi, c'est de créer une hiérarchie des droits. Parce qu'à un moment donné, tout le monde a droit à tout, mais à un moment donné, c'est comment j'arbitre là-dedans? C'est pas évident, là. C'est quoi entre le droit à l'éducation puis une grève dans le secteur de l'éducation qui empêche les enfants d'aller à l'école? Ça, c'est des choses qui sont... Alors, je pense pas que le gouvernement cherche à brimer le droit, mais davantage à le cadrer et à dire, vous devez être responsable socialement de l'impact que vous allez créer. Et si vous allez trop loin, je me réserve le droit d'intervenir. Ce qui fait que le tribunal d'arbitrage aurait plus de marge de manœuvre pour établir ce qu'on appelle les services minimums à donner. OK. Donc, ce que je comprends de ce que tu es en train de me dire, c'est que le gouvernement va déterminer ce qu'est aller trop loin. Oui. En fin de compte, il va donner au tribunal les balises, les grandes balises. Exemple, l'impact social. Bon, l'impact social, c'est large, mais c'est le tribunal. Puis au fur et à mesure que le tribunal du travail va porter des jugements, il vient d'enlever les menottes au tribunal, dire, regarde, tu peux aller plus large que le cadre, et si tu vois qu'il y a des impacts sociaux trop importants, exemple comme à Montréal, ben là, tu pourras intervenir puis définir c'est quoi le service essentiel qui doit être mis en place. Il n'enlève pas le droit de grève, il dit juste, tu vas pouvoir établir le minimum essentiel qui doit être requis. Et ça, à mon point de vue, c'est un virage, ça n'enlève pas le droit de grève, mais ça enlève... Ça rééquilibre davantage l'impact d'un droit de grève sur la société dans laquelle on est. Et à mon point de vue, c'est salutaire de le faire à ce stade-ci parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de conflits, particulièrement dans le secteur public, et c'est une pression qui est de plus en plus importante. Puis moi, ce que je regarde, puis ce que j'entends, c'est que ceux qui n'ont pas ces conditions-là, je suis obligé de te dire qu'ils regardent ça avec beaucoup plus d'air critique. Tu sais, c'est comme... Alors, pour les syndicats, c'est une lame à deux tranchants. Ils sont peut-être mieux de revoir aussi leur stratégie à ce chapitre-là, qui, on sait, n'est pas simplement en relation de travail, mais aussi politique. Voilà. Sur ces bonnes paroles, Jean-Marc Léveillé, on va réfléchir un petit peu, évidemment. Et puis, on va finir notre café, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Charles. Ça va vers les nouvelles Henri-Paul Raymond par la suite. On va parler avec nos amis du Musée des Beaux-Arts du Mont-Saint-Hilaire. Il y a un encan silencieux. On fête les 30 ans du musée. Donc, le 15, c'est quand? Ça, c'est après-demain. On va fêter en grand du côté du Mont-Saint-Hilaire. Et puis, à 9h30...
Oui, tout à fait. Winston McQuaid et sa fille Penelope, ils seront pour animer cet enquête silencieux, entre autres. Et puis, Ellen Doyle, la réalisatrice documentariste longueuilloise qui œuvre depuis des décennies, entre autres, qui raconte vraiment des histoires de femmes, rien de moins. Ben, elle a été, on a appris cette semaine, prix du Québec, prix Albert Tessier. Oh, wow. Alors, on va lui parler à 9h30, la sympathique Ellen Doyle. Restez des nôtres. FM 103.3